Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler du vin. C'est un plaisir parce que j'adore le vin, disons-le. Alors, on boit toujours avec modération. D'ailleurs, la modération, ça fonctionne bien aujourd'hui. Le problème, c'est que les jeunes, notamment, consomment de moins en moins de vin. Et la filière, évidemment, est très inquiète. La filière viticole est très inquiète. Les professionnels sont à Paris, vous le savez, à l'occasion, enfin, vous le savez, vous ne le savez pas, je vous l'apprends, à l'occasion de Wine Paris, qui est Vinexpo Paris, la consommation de vin baisse de plus en plus. Et pourtant, le vin, la filière viticole représente encore un excédent commercial important, 13 à 14 milliards d'euros pour la balance commerciale de la France. Il y a aussi beaucoup de nos touristes. 11 millions en France des œnotouristes. C'est très intéressant parce qu'ils viennent consommer, ils achètent des nuitées d'hôtel, ils vont dans les restaurants, ils achètent du vin. Oui, très bien. Mais les Français, eux, consomment moins de vin. Et notamment les jeunes. Moins 30% la consommation de vin en 10 ans en France, moins 70% en 60 ans. Que se passe-t-il? Quelle solution? Débat ouvert ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Plusieurs invités. Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Jacques. Merci Philippe Forbrac. Vincent Ferniaud qui arrive, qui est journaliste gastronomique, présentateur de Ferniaud fait le marché tous les dimanches de 10h à 11h sur Sud Radio. Nous aurons au téléphone l'ami Jacques Dupont, qui est journaliste au Point et grand spécialiste du vin, qui nous propose chaque année un supplément vin formidable dans le Point. Et vous serez là, évidemment. 0826 300 300, vous serez là pour intervenir. Dans Philippe Forbrac, comment expliquer cette baisse de la consommation? Vous avez un restaurant célèbre à Paris. D'abord, est-ce que vos clients boivent du vin à table? Toujours autant et de la même façon? Alors, en 40 ans d'histoire bientôt au bistrot du sommelier, j'ai vu passer différentes étapes et différents comportements par rapport au vin. Sûr. C'est vrai qu'à 40 ans, les gens s'asseyaient, il fallait déjà qu'il y ait presque la bouteille avant eux. Oui. Aujourd'hui, la consommation au verre, par exemple, notamment à l'heure du déjeuner, est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Il y a quand même de plus en plus de gens qui nous disent non, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois j'en prendrai, etc. Donc il y a vraiment des comportements qui sont vraiment différents par rapport à il y a 40 ans. Le midi, le soir, c'est un comportement différent, plus festif, plus le temps aussi, plus l'envie de faire la fête. Et là, l'envie de faire la fête, de se faire plaisir, comme l'expression consacrée, fait que les gens, effectivement, consomment d'une façon très naturelle et très normale en termes de quantité, en tout cas. Bien. Remarquons plusieurs choses. D'abord, les grands crus, ça marche très fort. Un nouveau record. Absolument. En 2022. Pas de problème pour les vins très chers. En revanche, c'est le vin de qualité, mais à un prix moyen, qui souffre, notamment les vins rouges aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être que la transmission de la culture aux jeunes générations n'a pas été réussie. Philippe Forbrac, non? Oui, avant, ça se passait à la maison. C'était une transmission domestique, culturelle. On mettait le vin sur table. Il y avait le vin du papa, le vin du grand-père, parce qu'ils avaient des souvenirs, ils étaient allés se balader, ils avaient ramené du vin, etc. Donc il y avait une certaine logique à ce que le vin soit le compagnon finalement de la table. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc les jeunes qui s'intéressent au vin, il y en a beaucoup, dans toutes les grandes écoles, ou pas grandes écoles, mais d'une façon générale dans les écoles, parce que ça fait quand même toujours partie de cette dimension culturelle, on le disait un instant, mais aussi sociale, de cette connaissance, de ce savoir-faire, du savoir accueillir également. Donc, mais sauf que, comme ils apprennent plus à la maison, ils vont chercher l'information ailleurs, et c'est un peu plus compliqué quand on va les chercher. Alors, je vais demander à l'ami Jacques Dupont, qui est en Bourgogne, chez lui. Bonjour Jacques. Salut Jean-Jacques. Bonjour Jacques. Jacques, quel est ton... On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Comme avec Philippe, d'ailleurs, on va se tutoyer. Parce que bon... Jacques, quel est ton avis sur la question? Pourquoi, selon toi, est-ce que les Français boivent moins de vin? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a eu des campagnes hygiénistes, ça vous a pas échappé, qui montraient que
voilà, et même avec des gros mensonges, le premier verre de vin donne le cancer, etc. Les mêmes d'ailleurs qui veulent autoriser le cannabis, mais et c'était systématiquement le vin qui était attaqué. On oubliait de dire que on était les premiers consommateurs de whisky au monde par habitant, mais le vin était systématiquement montré du doigt. Il y a eu aussi, je pense, de la part des organisations professionnelles, un vieillissement des structures et une inadaptation. Quand vous voyez qu'il y a des interprofessions, vous savez, c'est les parlements, grosso modo, dans chaque région viticole, qui réunit négociants, coopératives, vignerons. C'est eux qui font un peu le gouvernement de leur région. Vous voyez qu'il y en a qui marchent très bien. Cognac ou Champagne, ça marche très bien. Côte de Provence, ils ont su choper au bon moment le réchauffement climatique, si j'ose dire, et faire créer des labos de recherche sur le vin rosé, et faire du vin rosé très à la mode. Il ne faut pas oublier que le vin rosé, il y a quelques années, c'était Patrick Chirac au camping. Oui, c'est vrai. Et c'est devenu, aujourd'hui, quand on regarde des terrasses branchées, on voit des couples qui sont à table et qui boivent un verre de rosé, et ils sont très contents, et le vin rosé, c'est sensiblement amélioré, c'est devenu un vrai vin, c'est très bon, et on a su l'accompagner sur le plan marketing. C'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que on n'a pas su prendre le bon virage. Je suis assez d'accord avec le grand négociant et producteur de vin Michel Chapoutier, qui est président des maisons de vin de France, quand il dit on ne peut pas faire n'importe quoi. Là, on va financer de la distillation. On ferait mieux de financer des campagnes de commercialisation, apprendre aux gens à commercialiser. Si vous prenez Bordeaux. Oui, mais c'est vrai, Jacques. On va financer des campagnes de distillation. Certains pensent à arracher des vignes. Alors, beaucoup d'hectares, Oui, beaucoup d'hectares. Les enjeux sont énormes. Et qui vont être remplacés par des lotissements ou des choses comme ça. C'est toujours des beaux paysages qui sont arrachés. Oui, mais c'est vrai. Vincent Ferniaud nous a rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour. Philippe Forbrac, Vincent Ferniaud, Jacques Dupont sont avec nous ce matin. Nous aurons aussi tout à l'heure un autre intervenant. Vous allez voir. Je ne dis rien de plus. Mais Vincent Ferniaud, on a déjà évoqué certaines raisons de la baisse de consommation. Bon, chez les jeunes, on va voir comment faire pour pousser. Il ne s'agit pas de pousser à l'ivresse, on est bien d'accord. Il s'agit de pousser à une consommation intelligente du vin et du vin de qualité. Mais on fait aujourd'hui en plus de plus en plus de vins de qualité. Pourquoi est-ce que, selon vous, Vincent Ferniaud, pourquoi est-ce qu'on boit moins de vin chez les jeunes, dans votre question, notamment. Il y a presque la réponse. Quand on réfléchit à la façon dont est traité le vin et généralement nos atouts français en France, c'est une catastrophe. On ne sait pas faire la promotion de nos beaux produits, de nos terroirs, de notre cuisine, comme le font souvent les pays étrangers. Et puis ensuite, il y a le fait que la loi E20 est très manichéenne. Sur la publicité et la promotion du vin. Parce qu'au fond, on cite toujours les Italiens en exemple en disant ils savent parler de leur vin, ils savent le vendre à l'étranger. Chez nous, c'est presque une honte. Oui, et les Espagnols aussi d'ailleurs. Oui, les Espagnols aussi. Le gouvernement finance des campagnes justement pour faire la promotion des vins en expliquant. En Espagne. Oui, parce que ils ont appelé ça un alicament quelque part, enfin quelque chose qui fait que voilà, on peut en parler raisonnablement. Dans votre question, il y avait cette réponse qui est moins mais mieux. En fait, connaître le vin et boire du vin, c'est lutter contre l'alcoolisme, selon moi, depuis toujours. Parce que les amateurs de vin, qui savent ce qu'ils ont dans le verre, qui savent le plaisir qu'ils en tirent, ne sont pas portés vers la surconsommation. Quand on déguste, on ne boit pas. En quelque sorte. Oui, Jacques, la bataille, je le disais tout à l'heure, la bataille de la modération a été gagnée en France. On est bien d'accord. Elle a été gagnée, mais par 1-0, c'est-à-dire que les gens ne boivent plus de vin, ils ont peur, on leur a fait peur. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Vincent, que sur la loi E20 est extrêmement manichéenne. Par exemple, si vous êtes à la télévision et que vous faites une émission où vous abordez les problèmes du vignoble, il ne faut surtout pas montrer un verre de vin et surtout pas montrer qu'on a du plaisir à le boire. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui... Jacques, je vous coupe. Vous savez que je coupe souvent. Oui, mais c'est bien d'être emporté sur le sujet. Je
vous coupe. Oui, on s'emporte sur le sujet, mais à la télévision, il n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus d'émissions autour du vin. Non, écoutez, ça fait très longtemps qu'il n'y en a quelqu'un pas. propose une émission sur le vin, faut que ça soit revu par les services juridiques qui disent oh là là, Jacques, on va pas prendre ce risque et tout je ça. vais raconter une histoire horrible et très courte. Quand je présentais Midi en France sur France 3 à Beaune, on est pendant une semaine devant les hospices de Beaune avec un plateau en plein air. Pas une fois les services juridiques de France Télévisions m'ont laissé montrer une bouteille de vin ou parler de vin à Beaune. Non. Et là, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ah oui, d'accord. Oui, non mais voilà. Voilà. Donc, le vin, qui est quand même le plaisir depuis la Bible, c'est quand même le plaisir de l'homme, c'est le signe de civilisation. Faut pas montrer qu'on a du plaisir en buvant du vin. Voilà, c'est quand même incroyable d'avoir inscrit ça dans la loi. Alors qu'on est en France, qu'on devrait être fier de nos produits, c'est quand même incroyable. Mais je pense aussi il n'y a pas que la loi Evin dans cette histoire. Si vous regardez les petits Bordeaux, c'est un endroit où on peut faire des affaires extraordinaires quand on est consommateur, parce qu'il y a des très beaux vins, et on en trouve à 4, 5, 7 euros, et il y a des très jolis vins. Mais il y a des vignerons qui vendent très bien leur vin, et il y en a d'autres qui vont arracher 25 000 hectares de vignes à Bordeaux. Il y a quand même là un problème structurel, un problème de promotion, un problème de savoir expliquer, un problème de savoir faire connaître. Regardez le succès des micro-brasseries et des bières en France, et la panne J'y reviendrai. qu'il y a sur le vin. Je reviendrai sur le succès de la bière en France. Effectivement, des micro-brasseries, il y en a partout maintenant, des brasseries qui se sont montées. Chaque terroir a sa bière aujourd'hui. C'est vrai, Philippe. Aujourd'hui, on a quand même des wineries urbaines. Et c'est le cas à Paris, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon. C'est-à-dire des endroits où on fait des micro-vinifications de vin en ville. Et c'est un joli succès. Donc il y a des idées. Il y a des idées. Alors justement, les solutions, nous en parlerons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Il est 11h15. Je suis obligé d'observer une petite pause. Nous allons recevoir aussi Gérard Bertrand, qui est que vous connaissez, qui est à Narbonne. Il est 11h15. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h19. Bien, merci d'être avec nous. Parlons du vin. Nous parlons du vin, cette très forte inquiétude de la filière viticole devant la baisse de la consommation et notamment, encore une fois, chez les jeunes. Gérard Bertrand est avec nous. 16 châteaux en Occitanie, ambassadeur des vins du Sud. Gérard Bertrand, bonjour. Bonjour. Narbonnais, évidemment. Hein. Gérard Bertrand, pourquoi, selon vous, cette baisse de la consommation ? D'abord, Jean-Jacques Bourdin, la baisse de la consommation est historique puisqu'on est passé en 50 ans de 120 litres à 40 litres aujourd'hui. Oui. Alors, il y a une légère érosion pour plusieurs facteurs. D'abord parce qu'il y a une forte compétition en interne entre les spiritueux et le vin. Oui. Deuxièmement aussi parce que aujourd'hui, il y a différentes occasions de consommation aussi avec la bière. Les cocktails sont venus en force et on voit bien maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui consomment des cocktails. Donc en fait, la filière, elle doit un peu se réinventer, mais c'est pas la catastrophe non plus. Donc ce qui est important, c'est qu'on retrouve de la dynamique sur les marchés d'exportation, parce qu'on reste quand même le deuxième marché le plus important au monde après les États-Unis, en France. Donc, et il faut promouvoir la France, promouvoir l'identité des terroirs français, mettre des moyens beaucoup plus importants que ce qu'on met afin de gagner des parts de marché à l'export. Et puis, je pense aussi, c'est passer un peu du marketing de l'offre à celui de la demande. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre l'évolution du goût des consommateurs, et en particulier des jeunes. Oui, évidemment. Alors, rappelons que les jeunes boivent de la bière, avant tout. Attardons-nous un tout petit peu sur la bière. La bière a su se renouveler. Elle a su attirer la jeunesse, au-delà du traditionnel demi-de-bière qu'on boit à la fin d'un match de rugby, Gérard Bertrand. Oui, c'est vrai. Elle a su attirer les jeunes. Elle devient tendance, elle s'est effectivement réinventée avec des goûts différents, des terroirs, et puis cet effet terroir aussi, des blés de tel endroit, des orges, des maltes, etc. Donc il y a une vraie histoire sur la bière. Certes, il y a aussi, on parle là des boissons sur lesquelles il y a un peu d'alcool, plus ou moins, mais il y a aussi de la concurrence de boissons sans alcool. La consommation de soda est juste extraordinairement élevée. Et c'est dommage aussi. Il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est cette alliance entre vin et gastronomie, vin et cuisine. Il ne faut pas oublier que le vin, on parle beaucoup on va dire de la façon des jeunes de consommer, mais d'abord c'est à table.
C'est en mangeant mais les qu'on boit du jeunes, vin. oui, mais les jeunes ne mangent plus. Attendez. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est le problème. On déstructure les repas, donc on a Il y a plus de, il y a de moins en moins de repas structurés, Voilà. donc. Et pire que ça, Jean-Jacques, aujourd'hui, il faut bien le dire, la jeunesse, même si elle n'est pas végane, elle a cette tendance végétarienne, enfin qui se végétalise. Or, le vin, c'est quand même fait pour aller avec les produits animaux. D'abord, les viandes, bien sûr, les chairs animales ou les poissons, et puis le fromage. Le végétal, ça n'appelle pas toujours le vin. Et puis il y a un autre phénomène chez les jeunes, malheureusement, c'est l'ivresse immédiate. Ah oui, le beach drinking. La recherche. Évidemment, c'est pas le vin qui procure. Bah non, le beach, tant mieux d'ailleurs. Drinking, C'est tant sûr. mieux. Nous, on est plutôt dans la recherche de l'émotion et les jeunes, ils cherchent plutôt. Évidemment, l'ivresse. L'ivresse. Et l'ivresse immédiate. Bon, on va regarder les solutions. Alors d'abord, il y a d'autres raisons, et Jacques Dupont et Gérard Bertrand vont nous le confirmer. Arrêt des exportations vers la Chine, il y a eu. Taxe américaine sur le vin français pendant 15 mois, ça a fait mal. Ça a fait mal, n'est-ce pas, Jacques Dupont? Ça a fait mal. Oui, mais ça n'a pas fait mal au marché français. Oui, c'est vrai. Mais Gérard a parfaitement raison quand il dit qu'il faut réfléchir au marketing de l'offre, comme l'a fait la bière, au marketing de la demande et pas au marketing de l'offre. Regardez, si vous prenez une petite ville de 15 000 habitants, regardez ce qui reste comme commerce en dehors des 2 centres commerciaux qui sont à chacun à un bout de la ville. Vous avez un caviste. N'importe où, vous allez dans un tout petit bled, vous connaissez peut-être Saint-Sauveur, le pays de Colette, c'est un petit village, il n'y a plus de boucher, mais il y a un caviste, il y a une caviste d'ailleurs. Et la transmission, elle se fait là. Et c'est là que, quand le client rentre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je fais une côte de bœuf, ou je fais un lapin chasseur, je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois boire avec? Et c'est la réponse du caviste va faire que ça marche. Et les cavistes, en ce moment, il y en a beaucoup. Donc ça veut pas dire que c'est fichu, ça veut dire que l'explication donnée par le vin, quand vous rentrez dans une grande surface, que vous avez des rayons couverts de vin où on ne comprend rien et on choisit un peu au hasard, c'est pas la même chose que quand on est guidé par un caviste. Gérard Bertrand sait bien qu'il, lui, a dirige son offre en fonction de l'attente de sa clientèle, et c'est pour ça que ça marche. On va revenir. Un mot pour dire, c'est parce que nos vins ne sont pas faits pour la grande distribution et les grands rayons. Mais la grande distribution, les ventes en supermarché baissent. Les ventes de vin baissent. Parce que nous, on est des vieux schtroumpfs de l'appellation d'origine contrôlée, des étiquettes un peu nébuleuses. Les gens qui ne connaissent pas le vin, s'il y a marqué Merlot ou s'il y a marqué Chardonnay, ils vont naturellement vers une bouteille beaucoup plus que vers des appellations qui leur sont inconnues. Puis dites-moi, dans les brasseries, pardon, je fais juste une petite parenthèse, dans les brasseries, l'offre de vin est souvent minable, misérable. Je le dis franchement, dans beaucoup de brasseries, pas toutes, mais beaucoup de brasseries. C'est vrai, c'est un peu dommage. Vous n'avez pas une brasserie, vous avez un vrai restaurant. Mais c'est vrai que dans les brasseries, vous avez 4 vins qui se courent après, qui sont en général moyennement bons. Non, mais je dis ça franchement. La brasserie est un segment du marché, mais dans un certain nombre de restaurants, effectivement, l'offre n'est pas à la hauteur des attentes des consommateurs. C'est des vins, il y a n'y connaissent rien en général. Mais il y a des restaurants où il y a des sommeliers, mais effectivement, Philippe, quand il y a des restaurants où il n'y en a pas. Ça fait la différence. C'est comme chez les cavistes. Alors, il faudrait peut-être aussi, Jean-Jacques, il faudrait peut-être aussi évoquer le prix des vins au restaurant, qui est beaucoup plus cher en France, par exemple, qu'en Italie ou en Espagne. Ah, le prix des vins au restaurant. Je ne sais pas si Philippe va me suivre là-dessus, mais il y a quand même des tarifs qui sont... C'est un vrai sujet. On le sait très bien que c'est sur la marge sur les vins en général que les restaurateurs arrivent à avoir un certain équilibre. Il faudrait revaloriser peut-être les prix aussi des plats. C'est vrai que chez nous... c'est vrai que... la culbute fait mal. La culbute fait mal. Et en même temps, quand on analyse les chiffres, c'est compliqué de faire différemment pour avoir des restaurants qui s'équilibrent financièrement parlant. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que payer le même prix dans une brasserie que dans un restaurant de type un peu bistronomie, par exemple, où il y a une vraie offre, c'est frustrant pour les gens qui font un vrai travail, qui ont du personnel de qualité, de la veille de qualité, etc. On va prendre Jean, qui est restaurateur à Longjumeau. On l'a, Jean? Oui, très vite. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes restaurateur. Bonjour. Vous servez du bon vin, Jean? Bonjour. Oui, très bien. 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 Très bien.
J'ai servi du bon vin parce que Ferniaud est à côté, donc je peux plus dire que je suis restaurateur. Non, mais il est responsable de l'UMI quand même. Ah bon, d'accord. Il reste en charge. Vous le connaissez alors, bon d'accord. Vous dites que des choses extrêmement évidentes. C'est vrai qu'on va reprendre la culture. La culture, quand on était gamin, dans les vrais repas de famille où on sortait... Oui. En plus, j'avais une mère qui était un cordon bleu exceptionnel, c'est pour ça que j'étais cuisinier sûrement. Mais c'est vrai qu'on avait une culture de mettre, par exemple, les enfants, on leur mettait un peu de vin dans l'eau. Donc on avait une culture. Aujourd'hui, ils ont une culture du sucre, uniquement du sucre, donc c'est les sodas. Uniquement les sodas. Et effectivement, deuxième erreur, c'est de toujours confondre les alcools durs avec le vin. Le vin, je ne considère pas être dans les alcools. La preuve, j'ai un copain cardiologue qui prescrivait à quelques patients qui avaient 90 ans un verre de Bordeaux plutôt que de les emmerder avec des médicaments. Donc ça veut dire qu'il est quand même pas fou, ce garçon. Et donc c'est vrai que toute cette culture donc comme a dit Vincent, on est des vieux schtroumpfs, mais c'est évident qu'aujourd'hui la façon de consommer, je pense qu'on arrivera à vendre du vin quand il y en aura chez McDo, parce qu'on commencera à avoir une culture du vin et de goûter le vin. Mais le vin, pas demain la veille le vin chez McDo, c'est pas demain. Hein. Le vin, il n'y en a pas dans les fast-food, il n'y en a pas dans la restauration rapide. Donc c'est déjà c'est quand même des gros pourvoyeurs de mauvaise restauration, mais de restauration de jeunes aujourd'hui ou de gamins, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vin, il n'y a même pas de cidre, il n'y a même pas de vin, il n'y a pas de bière, donc on n'est que dans un monde du sucre, donc le vin pour un jeune d'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez acide, donc c'est effectivement épouvantable, donc on ne peut pas faire la promotion, puisque la loi est vin, en clair, on dit qu'on est on est des gens pas très bien à boire du vin, alors qu'effectivement c'est quand même à part sa côté alcoolisé, c'est un aliment qui a plein de propriétés intéressantes. Je vous dis, quand mon copain cardiologue prescrit un verre de Bordeaux, c'est que c'est intéressant. Surtout le rouge, Surtout le rouge. C'est le rouge qui souffre. C'est le rouge qui souffre. Dans les restaurants, ils ont complètement... D'abord, ça a commencé par les digestifs, ensuite, ça a été l'apéritif, et la vente, c'est majoritairement, en fin de carrière, c'était la vente de verre au vin. Donc, merci Jean. Jean, merci. Je voudrais, dans la deuxième partie de cette émission, je voudrais que nous réfléchissions aux solutions. Il y en a beaucoup. Alors, certains proposent, une réduction de la taille des parcelles. D'autres, évidemment, travailler mieux à l'exportation, changer les packaging. J'ai proposé des vins à teneur en alcool plus faible. Il y a d'autres solutions, les vins bio, les vins naturels, d'autres innovations peut-être. Comment faire? Parce que c'est vrai que les rosés de Provence ont réussi. C'est vrai que le champagne, ça marche. C'est vrai qu'il y a des vins qui marchent très fort. Gérard Bertrand, lui, ça marche. Il a réussi parce qu'il a beaucoup travaillé sur justement et le packaging et surtout le marketing. Donc il y a des solutions. Nous allons les aborder juste dans la deuxième partie de cette émission. Il est 11h29, 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 5 ans. Qu'est-ce que je dis 50 550 000 personnes travaillent dans la filière vin. Il faut quand même le rappeler, c'est important, ce sont des chiffres qui doivent nous faire réfléchir. Donc avant de la mettre à terre, il faudrait quand même peut-être faire attention. 11h32, quelles sont les solutions? Alors, je vais les énumérer les unes derrière les autres et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer avec la distillation. Pourquoi la distillation? C'est pour écouler des vins qui en trop, dans les chais. Quoi. Oui, il faut faire de la place. C'est une solution, Gérard Bertrand, tiens. La distillation, c'est une solution? Écoutez, à court terme, ça peut avoir un intérêt, mais le plus important, c'est que les gens ont la mémoire en courte. L'an dernier, il y a eu une récolte de qualité et en quantité, mais on ne sait pas, il n'y a pas eu beaucoup de pluie cet hiver, on ne sait pas s'il va y avoir du gel, donc stocker les bonnes millésimes, c'est aussi important, mais surtout, c'est comment demain la filière vin en France retrouve de l'énergie à l'international, parce qu'en France, on est quand même des consommateurs, il y a une légère baisse, très bien, mais aujourd'hui, il faut viser le marché international, il y a des développements à faire, vous parliez de segmentation, de hiérarchisation. Aujourd'hui, par exemple, des vins avec un degré d'alcool un peu moins important, ça représente une tendance. Les vins bio, c'est une tendance lourde. Donc, il faut vraiment segmenter son offre. Et puis aussi, il faut qu'on parle d'une même voie à l'international, c'est-à-dire, plutôt que de mettre 200 millions uniquement sur l'arrachage ou la distillation, il faut surtout et aussi
mettre des moyens importants pour communiquer sur l'image du vin français, qui est la meilleure au monde, sauf que... Bien sûr. Alors, je vais y venir, voilà. Gérard, je vais y venir. Je vais venir oui. à l'exportation et à la communication, effectivement. Deuxième possibilité, l'arrachage. Et certains disent il faut arracher des... D'ailleurs, des vignes sont arrachées aujourd'hui. Jacques Dupont. Oui, oui, tout à fait. Des vignes sont arrachées. Des vignes sont arrachées parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Et voilà. Oui. Bon, la réduction de la taille des parcelles, c'est une solution? Non. 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 En fait, on peut réduire la taille des parcelles. Le problème, réduire le Tenez, pas ensemble. Jacques Dupont et Gérard Bertrand. Jacques Dupont. Non, c'est la réduction des parcelles, ça ne change rien. Non, ce qu'il faudrait au contraire, c'est plutôt faciliter la transmission à des propriétés. Il y a deux types aussi de vignerons. Il y a des vignerons qui ont su créer leur marché et qui continuent à vendre. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure pour Bordeaux. Il y a des vignerons qui vendent très bien leur Bordeaux Sup, et d'autres à côté, parce qu'ils vendaient au négoce, par exemple, qui vendaient en vrac, etc., et qui souffrent terriblement. Et transmettre ou faciliter que l'intégration dans des groupes plus importants, c'est nécessaire ça éviterait. Alors c'est vrai que Bordeaux avait beaucoup planté, sans doute surplanté, mais ils n'ont pas su prendre le virage des rosés, ils n'ont pas su prendre le virage des vins blancs tels qu'on les aime aujourd'hui. Il y a quand même un petit problème de compréhension à Bordeaux. Oui. Alors, Gérard Bertrand, les vins bio, les vins nature. Écoutez, les vins bio, nous, on est leader mondial du bio, de la biodynamie, donc je peux vous dire que ça marche, puisque plus de 52% de notre offre est issue de la viticulture bio. D'abord, c'est bon pour la qualité, parce que quand vous arrêtez les intrants chimiques, vous avez des pH et des acidités qui sont meilleures. Oui. Ensuite, ça donne des vins qui sont pour moi aujourd'hui les plus grands vins du monde, comme la Romanée Conti, Château Latour, maintenant Yquem, sont passés en bio ou en biodynamie, c'est quand même un signe. Donc, il ne faut pas opposer les deux modes de culture. Par contre, l'avantage que ça a aussi, c'est que quand vous avez des sols vivants, vous stockez plus de carbone dans les sols. Donc ça aussi, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger, parce que chaque fois que vous augmentez la matière organique de 1%, vous stockez 30 tonnes de plus par hectare de carbone. Donc, c'est vertueux, et la viticulture et l'agriculture en général peuvent permettre aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder aussi nos vignobles, nos territoires, et qu'il faut continuer à aider cette filière qui elle-même doit faire des efforts et se réinventer. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition, là je pose une question qui va peut-être déranger, notamment nos auditeurs, nos auditrices, peut-être certains d'entre vous, est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre les traditionnels, celles qui veulent conserver la viticulture traditionnelle, et puis celles et ceux qui veulent changer tout ça, bouleverser tout ça, changer les packaging, encourager les vins bio, les vins nature, je ne sais pas moi, et d'autres innovations. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition en France? Non, je pense qu'il faut les deux. En fait, vous savez, le plus important, c'est de garder les marchés qu'on a, et puis il y a différents types de consommateurs. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir les vins français par région, parce qu'on est très atomisé en France. Contrairement à l'Australie, et c'est une chance, où il y a 5 grandes marques qui reprennent 80% de volume, en France, on a des régions, on a des vignerons de tailles différentes. Donc, ils ont des marchés de proximité, certains vont un peu plus loin à l'export, etc. Donc, il faut repenser un petit peu en particulier pour, comme disait Jacques, ceux qui vendaient en vrac et qui n'ont pas aujourd'hui de débouchés, mais ces gens-là doivent se dire, OK, comment je fais un contrat à long terme avec un négociant qui va me prendre mes vins, on va réorienter un peu les qualités, et puis on va se réinventer. Donc, cette filière, elle est résiliente. Il n'y a pas une filière plus résiliente que la filière vin. Parce que mon père, il m'a toujours dit, quand on plante une vigne, c'est pour ses petits-enfants. Donc, il faut toujours avoir le temps long en vue, mais en même temps, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il faut des moyens puissants au niveau international pour promouvoir les territoires et promouvoir les vins français. Et là, on est en seconde division. Il faut qu'on remonte en première division, c'est tout. Ah, voilà l'ancien rugbyman qui parle, Gérard. Hein. Non, mais dites-moi. Je voudrais répondre à Gérard, Jean-Jacques. Oui, parce que Gérard, il parle de marché, ce qui est bien naturel. Il est viticulteur et distributeur de vin. Moi, je voudrais parler de culture. Parce qu'il faut penser aux consommateurs et surtout aux générations qui arrivent. On a une culture du vin extraordinaire chez nous, parce que le vin...
on se repose un peu trop sur cette culture du vin. Parce que les jeunes n'ont aucune culture du vin. Mais oui, mais c'est bien ça qu'il faut qu'ils découvrent un nouveau produit. Pour nous, qu'ils découvrent un nouveau produit. Pour nous, ça parle, mais pour les jeunes, c'est évidemment, ils n'y connaissent rien. Mais oui, mais comment transmettre cette culture? Le vin, c'est un produit identitaire de notre Occident, on va dire, hein, au sens large. Le vin, le pain, le fromage, trois produits de la vie, de la fermentation. Il faut partir de là. Il faut peut-être partir de changer le raisonnement de la demande, comme disait Gérard. Exactement, changer le raisonnement. Logiciel. Et oui, le logiciel. Non, vous ne croyez pas, Gérard Bertrand? Bien sûr, mais vous savez, honnêtement, on a un monde d'opportunités devant nous. Moi, je reste très optimiste pour la filière vin à moyen et à long terme. Bon. Regardez aujourd'hui le succès des bulles. Regardez les Prosecco. Ils font 1 milliard de bouteilles dans le monde. Et le cava. Ils ont demandé 500 millions il y a 5 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la conquête des marchés. Ils ont fait un lien entre la cuisine italienne et le Prosecco. Et pourquoi nous, on ne ferait pas ça avec les vins français? Mais il faut juste se reposer les bonnes questions. Et je vous le redis encore, mettre les moyens à l'international. Nous, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a la première marque de vin français aux États-Unis. Je sais. Mais on a 25 personnes là-bas et on investit énormément d'argent. Mais Gérard Bertrand, et puis vous proposez des produits originaux. Pardon, là je vois que vous proposez un vin orange aux arômes épicés. Bah, évidemment, pour quelqu'un qui défend la tradition, la culture traditionnelle du vin, ça choque peut-être un peu. Mais pour un jeune, peut-être que ça va l'attirer. En fait, vous savez, les vins oranges, ils ont été créés par les Géorgiens il y a 7000 ans. Donc en fait, on a réinventé et on a remis au goût du jour une tradition historique, mais par contre, on a modernisé au niveau du goût pour que les jeunes, ils apprécient. Donc, et vous savez, l'un ne va pas sans l'autre. Hier, par exemple, le Drinks Business Magazine m'a élu meilleur vigneron du monde. Donc c'est plutôt flatteur, mais en même temps, ça veut dire qu'ils reconnaissent à la fois les efforts qui ont été faits et aussi la qualité intrinsèque des produits. Donc on peut être innovant dans le packaging, mais on peut garder aussi ce qui fait l'essence des vins français, c'est l'âme. C'est un vin d'apéritif, ça, Gérard Bertrand. Les vins oranges. Oui. C'est le meilleur accord avec les fromages. Parce qu'en fait, avec un plateau de fromage, on ne sait pas quoi boire. C'est vrai. On peut boire aussi un bon blanc. Des blancs, et ça fonctionne bien. Bon, Philippe. Non, mais les vins géorgiens, effectivement, à différentes époques, y compris l'époque romaine. Vous connaissez les vins du monde mieux que personne, Philippe. Oui, mais on les connaît les uns et les autres parce qu'on voyage beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Les épices dans le vin, ça faisait partie aussi des recettes qu'on avait à une certaine époque. Alors c'était des fois un peu pour cacher les défauts, les améliorer un peu, accessible. Le problème, c'est que l'image qu'on a, nous, du vin, elle est assez traditionnelle quelque part. Il faut la rénover. Mais même s'il y a de la créativité, même s'il y a des nouveautés, même s'il y a des recherches, le rosé, Provence est un bel exemple. La consommation des blancs et des rosés aujourd'hui a dépassé largement la consommation des rouges. Ce sont les rouges qui souffrent. Mais l'évolution aussi des plats consommés à table. C'est vrai. On mange plus de poissons, plus de végétal, etc. C'est compliqué pour les rouges. Les rouges, les tanins, l'amertume, etc. Il faut cuisiner. Pour boire du rouge, il faut cuisiner. Ça ne se boit pas en apéro. C'est vrai. Donc, si on n'a pas cette capacité... Et l'évolution du goût, quand on commence à goûter le vin dans sa vie, on est plus attiré effectivement par des vins fruités, voire légèrement sucrés, petit à petit vers des vins plus secs. Et quand on attaque les rouges, on rentre dans le vif du sujet, parce que là, il y a effectivement un vrai apprentissage à faire. Bien sûr. On va prendre Stéphane, qui est à Perpignan, vite fait, ensuite petite pause et puis les 10 dernières minutes de l'émission. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, enchanté. Non, c'est pas Berkoff. Stéphane, c'est pas Berkoff. Hein. C'est Monsieur Bourdin qui est à l'antenne. Ah, c'est Monsieur Bourdin. Mais alors, je vais vous dire, vous avez une façon de diriger l'émission qui est très proche. Et ben c'est la boutade du jour. Alors, vous êtes consommateur de vin. Vos enfants boivent du vin. Exactement. Ils sont plutôt jeunes, ils boivent du vin. Moi, j'ai été mis les pieds à l'étrier quand j'avais 16-17 ans, plutôt 17, avec du Nuit Saint-Georges, pour tout vous dire. Il y a pire. C'est-à-dire qu'on parlait justement du fait que c'était difficile d'éduquer des palais chez les jeunes plutôt rouges. C'est peut-être là qu'est le problème. Moi, je pense pas, par rapport à mon vécu, à ce que je constate autour de moi, de mon entourage. Je pense que non. En revanche, j'ai entendu une idée tout à l'heure qui était intéressante.
et je voulais rebondir dessus, c'est que le vin, c'est effectivement un produit identitaire, c'est un produit qui est particulièrement français pour les vins rouges, qui s'exportent un petit peu partout dans le monde. Oui, c'est un produit du monde, hein, le vin rouge. Hein. Oui, partout dans le monde, on fait du vin rouge. Hein. Oui, on fait du vin rouge et on utilise pour initier des méthodes françaises qui se sont très bien exportées, puisqu'on est le coussin de référence sur ce domaine-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'en France, en fait, de plus en plus, on a un apport de population qui est d'origine étrangère et donc notamment musulmane. Et donc, dans cette religion, on ne consomme pas de vin. Non, mais vous voyez des musulmans partout, vous, Stéphane, hein? Alors, j'en vois partout parce qu'il y en a partout. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des musulmans en France qu'on boit moins de vin, hein, Stéphane. Non. Je vois pas le rapport. Hein. Alors, franchement, sans vouloir. Non, mais Stéphane. Allez-y, mais racontez-moi. Quand je vais au restaurant, je ne vois pas. Vous voyez des musulmans partout au restaurant, vous, Stéphane? Vous voulez me faire passer pour un obsédé? Mais non, mais je vous dis ça parce que je vous taquine, Stéphane. Vous voyez bien. Je vous taquine. Non. En fait, moi, j'ai des amis musulmans, j'ai de l'entourage musulman, j'ai des collègues musulmans. On a tous des amis noirs musulmans. Oui. Parce qu'on est mélangés, c'est comme ça. Mais ce sont des gens qui prennent une proportion de la population française, je crois, qui est croissante. Et qui ne partagent pas ces mais valeurs. Non, mais ça n'a rien à voir avec la baisse de la consommation, Stéphane. Ça, c'est vous qui le dites. Attendez. Je vais faire un tour de table, parce que là, j'aimerais quand même préciser, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est à cause des musulmans qu'on boit moins de vin je pense vraiment pas. C'est pas du tout le problème. Hein, Philippe Forbrac, vous pensez aussi que c'est à cause des musulmans qu'on Non, c'est pas nécessairement à cause des musulmans. C'est vrai qu'ils ne consomment pas de vin. Enfin, pas tous, il y en a qui consomment du vin, moi j'en connais. Absolument, il y en a qui en consomment. Ils ne sont pas très pratiquants, mais ils consomment du vin. Il y a eu des grands poètes du vin dans le monde musulman à d'autres époques. Jacques Dupont, c'est à cause des musulmans qu'on ne consomme pas de vin? Pas consommer du vin, il y a une baisse, notamment chez les musulmans ne consomment pas de vin, mais je connais des pays musulmans où discrètement on en consomme quand même. Et puis il y avait des très beaux terroirs en Algérie, il y a toujours des très beaux terroirs d'ailleurs au Maroc. On a tous bu du guerrouane avec un couscous, hein, ça nous est tous arrivé dans notre vie. Hein. Alors après, si vous voulez appeler ça du vin, c'est votre droit. Ah oui, mais ça, remarquez, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec Stéphane. Non, attendez, c'est pas toujours de grande qualité. Mais il y en a, et notamment au Maroc. Il y en a au Maroc. Il y a vraiment de très jolis terroirs. Oui. Bon, Stéphane, donc, vous dites qu'il faut exporter plus. Ça, c'est indispensable. C'est vrai, mais exporter plus comment ? Exporter plus, après, c'est une affaire de stratégie commerciale, de communication. C'est l'affaire des producteurs. Là, moi, je faisais surtout référence à votre remarque tout à l'heure sur les marchés intérieurs, où il y avait une baisse de consommation des vins, notamment des vins rouges, et notamment chez les jeunes. Oui. Et je faisais un rapprochement, je ne dis pas que c'est la seule... non, mais les jeunes, oui, je comprends, vous faites un rapprochement avec la population musulmane, qui ne représente que 6 ou 7% de la population française, je voudrais quand même le préciser. Oui, donc, mais le rouge se boit à table, hein. Il faut le répéter. Mais le problème chez les jeunes, c'est pas les musulmans, les juifs ou autres, c'est pas ça. C'est juste les jeunes ne sont plus à table. Oui, les jeunes ne sont plus à table. Alors, il est 47, on va observer une petite pause. Merci Stéphane. Je vais prendre Gérard Bertrand aussi pour savoir maintenant les innovations, l'exportation, le packaging. Je vais m'intéresser un peu au packaging parce que la bouteille traditionnelle, il faut peut-être imaginer autre chose. À tout de suite, 11h47. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je termine avec le packaging. J'attends vos idées pour essayer de relancer la consommation de vin en France. Alors, le packaging, que faire? Qui commence? Philippe Forbrac. La bouteille traditionnelle, le bouteille traditionnelle a toujours ses vertus. Moi, j'aime beaucoup le Magnum d'ailleurs. C'est mon côté un peu généreux. Oui, ça, c'est de la tradition. Voilà, mais c'est vrai que, c'est vrai que pour revenir à des choses peut-être plus accessibles. Le cubi a vachement changé les choses. Le bib, souple. Franchement, aujourd'hui, il y a des bibs décorés qui sont pratiques. Pour les rosés, pour les blancs, on peut les mettre au frais. Il y a des petits bouchons qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est une vraie tendance. Le packaging, Jacques Dupont. Non, mais moi, je voulais faire deux remarques. Oui. Si vous me le permettez, Jean-Jacques. Oui, Jacques. La première, c'est qu'on parlait de gastronomie et de vin. Il y a
des émissions sur la cuisine à la télévision. Vous voyez de temps en temps un verre de vin avec un Top Chef. Loi et vin oblige. C'est interdit. Il cache les bouteilles entre deux prises de vue. La deuxième que je voudrais faire, je me dépêche un peu parce que j'ai un train. La deuxième que je voulais faire, c'est que les vignerons sont accablés de trucs administratifs. Ils passent leur temps à remplir des dossiers. Ils passent leur temps à remplir des dossiers pour les douanes. Comme tous les artisans. Oui. Non, mais c'est encore pire pour les vignerons. Et pendant ce temps-là, ils font pas de commerce. Et c'est un métier où on est paysan, commerçant, administratif. On doit s'occuper aussi de mettre en bouteille, etc. Oui. Je pense que si on facilitait un petit peu, on a fait nous plusieurs articles dans le point là-dessus avec des vignerons, si on facilitait un petit peu les problèmes administratifs pour ces gens-là, ils auraient un peu plus de temps pour réfléchir au packaging, pour réfléchir à la vente, pour réfléchir au commerce. Bien. Merci Jacques. Prochain supplément du point sur le vin, c'est quand ? Ça sera le 25 mai sur un spécial Bordeaux et il y en a besoin, je crois. Hein. Oui, Ensuite, on aura les vins de l'été parce que vous savez qu'on consomme pas les mêmes vins l'été et l'hiver. C'est vrai. C'est vrai. Et puis en septembre, le spécial vin. Le fameux spécial vin. Merci Jacques. Merci. À bientôt Jean-Jacques. Merci, à bientôt Jacques. Gérard Bertrand, sur le packaging, que peut-on imaginer ? Alors, en fait, il faut partir du consommateur. Il y a ce qu'on appelle les amoureux du vin, les wine lovers ou les connaisseurs. Ils aiment leurs étiquettes traditionnelles. Nous, on a l'Hospitalet, le Villemajou, on ne va pas changer nos étiquettes parce que tout le monde les reconnaît. Et après, il y a essentiellement les vins qui sont en supermarché, où là, il faut créer de l'attractivité. Nous, par exemple, avec Côte des Roses, on a fait une bouteille très innovante avec le bas de la bouteille en forme de rose. Donc, il faut capturer un petit peu les jeunes et puis il faut amener des étiquettes lisibles, modernes. Oui, mais Gérard, notre système avec l'INAO est super rigide autour des appellations d'origine. La tradition, je vous dis. On n'a pas le droit d'écrire, de mettre des contre-étiquettes, d'expliquer le vin. Si, parce que déjà, il y a les IGP, il n'y a pas que les AOP aujourd'hui. Aujourd'hui, les AOP, c'est un tiers de la production des vins en France et le reste, c'est tous les IGP de territoire, où il y a beaucoup plus de souplesse. Moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours se plaindre, mais soyons proactifs. Aujourd'hui, il y a des espaces extraordinaires. Et je pense qu'effectivement, il faut se réinventer. Il n'y a qu'à regarder un peu ce qu'ont fait il y a 20 ans les Australiens. Ils ont conquéri le monde, ils sont partis de zéro. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un marketing lisible et qu'ils ont fait un travail de fond. Et donc, je pense qu'on doit se réinventer à ce niveau. Nous, on le fait en permanence parce que le monde a changé et qu'aujourd'hui, 3/4 des consommateurs, ils achètent la bouteille à 18h, ils l'ont consommée à 20h. Oui. Donc, et ces gens-là, ils veulent avoir du plaisir avec le vin, ils veulent avoir un vin accessible. Et ils veulent comprendre ce qu'ils vont boire. Et en même temps, ils veulent avoir du fun. Ils veulent que ça soit marrant, que ça soit partagé avec les amis. Donc voilà, il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire en fonction des réseaux de distribution. On ne s'adresse pas aux mêmes clients quand on va chez Nicolas ou quand on va chez Carrefour. Il n'y a pas le conseil. Et quand il n'y a pas le conseil, il faut que tout soit écrit. Bien sûr. Absolument. Bon. Merci Gérard Bertrand. Merci à bientôt d'avoir été avec nous. À bientôt. Terminons sur le concours des meilleurs sommeliers du monde, présidé par Philippe Forbrac, qui vient de s'achever. Vainqueur. Qui était le vainqueur ? Raymond Thompson, qui est un brillant sommelier de Lettonie. Letton. Voilà. Deuxième, Nina Jensen, qui vient du Danemark. Et troisième, Red Zesho, qui vient de Hong Kong, représentant la Chine. Et la française est au pied du podium. Quatrième. Pascal Lepelletier fait quatrième. C'est sa première participation. Il y avait 68 candidats venus de 65 pays. C'est organisé par l'Association de la sommellerie internationale. Et j'avais le plaisir, moi, en tant que président de l'Union de la sommellerie française, d'être le pays hôte. Et donc, avec tous mes amis sommeliers. C'est un métier présenté la cérémonie par Vincent Farnion. En plus, nous avions mettre de cérémonie. C'est un métier qui est un métier d'avenir, sommelier. Il y a beaucoup de demandes parce que justement, on a besoin de faire passer cette culture, de conseils, etc. Le storytelling, comme on dit. Les sommeliers font partie vraiment de cette filière et l'un des éléments, j'allais dire, importants. Vous dites que les cavistes sont des vrais ambassadeurs, des passeurs. Et je pense que c'est une des clés, effectivement, pour faire apprécier le vin, le faire mieux connaître et le faire appréhender peut-être un peu différemment. En étant raisonnable, j'allais dire, sur la consommation, mais bien ça, entendu. On est d'accord. Mais la bataille de la modération a été d'apporter un éclairage parce que on est dans un rayon de grande surface, on ne sait pas quoi choisir. Dans un restaurant, il y a une grande carte des vins, c'est la même chose. Donc il faut comprendre le consommateur et aller vers lui. Ce qu'on a vu lors du concours, c'est que ce n'est pas uniquement des connaissances et des skills, comme on dit, c'est-à-dire un savoir-faire, etc. C'est aussi beaucoup de psychologie, être sommelier. C'est comme un médecin de famille, sauf qu'il doit comprendre votre psychologie et vos demandes, vos espoirs en 2 minutes.
pour vous servir au mieux. Avec Bien. comme objectif final de faire plaisir aux gens. Bien. Et c'est le plus important. Merci. Et je rappelle qu'on consomme le vin avec modération. On est bien. Là, on est tous d'accord. C'est comme ça qu'on l'apprécie d'ailleurs. Il est 11h56. Merci d'avoir été avec nous. Débat autour du vin. Et nous allons complètement changer de sujet tout à l'heure. Deux sujets. D'abord, je voudrais revenir sur la réforme des retraites. Est-ce que le fameux article 7 de la loi qui prolonge l'âge légal de départ à 64 ans sera voté avant vendredi minuit? Nous allons parler avec Arthur Delaporte, qui est le porte-parole des députés du Calvados, porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale, qui sera en direct avec nous. Et puis, autre chose, l'économie russe ne s'effondre pas, contrairement à tout ce qui avait été prédit en février dernier. Légère récession en 2022, moins 2%. Pourquoi les ventes, les exportations de gaz se sont effondrées, mais pas celles de pétrole qui ont augmenté? Explication aussi dans la dernière demi-heure de notre émission, 11h57.